1976. Boney M nous fait danser pendant 3 minutes 27 sur Daddy Cool. Martin Scorsese nous transporte à New York pendant 114 minutes avec Taxi Driver. Et vous regardez 5 minutes 30 de... Alors que certains constructeurs continuent d'envahir le marché avec des boîtes en plastique contenant une variante du jeu Pong, certains constructeurs commencent à lancer la deuxième génération de consoles de salon sur le marché. Terminez les jeux avec des barres et des points blancs, bonjour aux 8 bits. Les bits et les jeux vidéo, c'est une grande histoire. On l'entend très souvent sans savoir forcément ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un bit, c'est une valeur informatique binaire, 0 ou 1. Ces nouvelles consoles vont alors reposer sur un processeur d'une capacité de 8 bits, ce qui va leur permettre de réaliser plus de calculs dans le même temps. Deux valeurs possibles, 0 ou 1, puissance 8, ce qui explique le terme 8 bits, ce qui amène donc 256 possibilités. Cet accès à 256 valeurs va avoir plusieurs conséquences pour l'utilisateur de la console. Par exemple, la possibilité d'afficher 256 couleurs, ou par exemple 256 valeurs d'échantillonnage pour le son et la musique, ce qui crée des sons limités mais proposant déjà une très large gamme de possibilités en termes de retranscription audio. En 1976 sort la Fairchild Channel F. Première console à proposer un réel système de cartouches de jeu, elle ajoute aussi la notion de pause et possède un haut-parleur intégré. Elle est capable d'afficher 8 couleurs différentes, et même si les jeux proposés sont très rudimentaires, on commence à distinguer de réels objets. La console sera vendue à 250 000 exemplaires et 5 rééditions verront le jour, apportant quelques améliorations à la console. Si je vous dis Atari 2600, ça vous dit quelque chose ? Normalement oui. Vendue à plus de 30 millions d'exemplaires, là ça rigole plus, elle fut produite entre 1977 et 1992. C'est la première console qui exploite pleinement ses capacités 8 bits. Et pour la petite parenthèse, oui, elle s'est vendue pendant 15 ans, c'est la console qui a le record de longévité sur le marché. Mais pourquoi cette console a aussi bien fonctionné ? La première raison, c'est sa ludothèque. 900 jeux disponibles. Alors déjà là, ça impose le respect, mais là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont réalisé des portages de jeux d'arcade déjà très célèbres à l'époque. Pac-Man, Space Invaders, Asteroids par exemple. Mais surtout, ils ont commencé à créer de réels jeux et également des jeux sous licence, comme les Aventuriers de l'Arche perdue par exemple, ou encore E.T. l'extraterrestre, malheureusement. Avec un succès pareil, Atari représente alors 80% du marché de l'époque, sort 5 variantes de sa console et engrange une sacrée flopée de tunas. La thune. Atari est présent, et même bien présent, mais qui dit présence dit concurrence. Magnavox va alors sortir son Odyssey 2, également connu chez nous sous le nom de Vidéopack. Petit retour en arrière. Déjà en 1970, Philips était très présent sur le marché de l'audiovisuel et décide de racheter Magnavox. Sa stratégie est simple, faire de la gamme Vidéopack une norme et un standard sur le marché, proposant à n'importe quel constructeur de plusieurs pays d'utiliser leur système de cartouches pouvant contenir plusieurs jeux. Ce ne sont pas moins de 60 cartouches qui sortiront, ainsi que plusieurs types de Vidéopack, notamment avec ou sans écran intégré. Cette stratégie leur permettra tout de même de vendre 2 millions d'exemplaires. Ça, tout le monde connaît, c'est Mattel. Mais à une époque, ils étaient connus pour autre chose. l'Intellivision. L'Intellivision, c'est 6 millions de ventes, 135 jeux, mais c'est surtout un accès haut débit pour télécharger des jeux via le réseau câblé de la télévision, et c'est également la première console de salon à intégrer une architecture 16 bits. Que dire de plus ? Très en avance sur son temps, elle aura eu un franc succès, mais ne restera que 5 ans sur le marché pour des raisons que nous verrons plus tard. Cela n'empêchera pas la concurrence de frapper très fort, partons pour l'année 1982. Un constructeur déjà présent lors de la première génération de consoles de salon va tenter de se faire une place de choix dans ce marché. Coleco avec sa ColecoVision. Le catalogue de jeux de la console comprend principalement des portages de jeux d'arcade avec plus de 400 titres à la fin de sa durée de vie. En effet, ils ont tenté un truc. Devant la console se trouve un module d'expansion, permettant notamment à la console de se transformer en ordinateur, mais surtout lui donnant la possibilité d'être compatible avec les jeux de l'Atari 2600. Ah, l'erreur! Bah ouais, fallait s'y attendre, ça n'a pas plu à Atari. Mais malgré une attaque en justice, ça n'a pas empêché les ventes du module. Gonflé les gars quand même. Après 2 millions de ventes et une exclusivité du jeu Donkey Kong, la firme abandonne officiellement le marché du jeu vidéo en 1985. Repose en putain de paix. Une dernière pour la route et pas des moindres, la Vectrex.
Console sensiblement différente des autres, elle se démarque par son écran intégré de 12 pouces au format portrait, ainsi que par ses graphismes. Là où toutes les consoles de l'époque proposent de maigres résolutions d'affichage, la Vectrex propose, elle, des graphismes vectoriels en noir et blanc. Si vous vous demandez ce que c'est que le vectoriel, c'est ça. Basiquement, c'est un procédé de création et de retranscription d'images d'une résolution infinie. L'écran n'affichant que du noir et du blanc, chaque jeu était vendu avec un filtre à positionner sur l'écran, proposant alors une expérience de jeu assez inédite, et franchement pas dégueu. Les ventes de la Vectrex et de beaucoup d'autres consoles s'arrêteront cependant subitement à cause d'un événement majeur, le crack du jeu vidéo qui arrivera en 1983.